va évoquer l'attractivité des métiers. Le défaut, vous le savez, hein, d'attractivité des métiers de l'humain est récurrent depuis plusieurs années et pose la question de la valeur, hein, du travail au service des autres. Quel sera l'avenir de toutes ces professions demain ? Qu'on m'a expliqué cette invisibilité des métiers de la solidarité, comment les valoriser. Pour répondre à ces questions, j'appelle à la table ronde Evan Jeanne-Rose, rapporteur au CESE du rapport sur l'avenir des métiers de la cohésion sociale, et Nelly David, directrice générale d'Addiction France. Voilà. Voilà. Je vous invite à vous mettre tous les deux à côté. Voilà. Ouais. Voilà. Comment rendre les métiers de l'humain plus attractifs? Vous avez 3 options au choix. Faire en sorte que ces métiers soient mieux reconnus, améliorer les conditions de travail, ou enfin remettre le sujet des vulnérabilités au cœur de la société. Attention, vous avez 1 minute, ça va très vite. Voilà, c'est terminé. On fige l'image et je viens m'asseoir à côté de mes intervenants. Une petite réaction peut-être sur les résultats de ce sondage. Faire en sorte que ces métiers soient mieux connus, améliorer les conditions de travail. Alors les conditions de travail, c'est très vaste, hein. Ça peut être la rémunération, mais ça peut être aussi la QVT, etc. Ou remettre le sujet des vulnérabilités au cœur de la société, qui est peut-être une perspective un peu plus indirecte. Donc Evan, est-ce que vous souhaitez réagir à ces résultats vraiment sous forme flash, et ensuite on passera aux questions communes. Bonjour à vous, merci pour l'accueil. Moi, j'adore la réponse 2. C'est le rapport du CESE commence par au cœur d'un travail empêché et finit par des personnels en souffrance. Donc le fait que ça apparaisse en première option, la question des conditions de travail, me paraît tout à fait cohérent. Conditions de travail, c'est large, mais ça dit bien que les métiers de l'humain et du social, en comparaison européenne ou même au niveau national, on sait qu'elles cumulent les 3 difficultés: difficultés psychiques, difficultés de la gestion du temps et difficultés physiques. Et que c'est un des rares métiers, ce sont parmi les rares métiers qui cumulent les 3 types de difficultés et qu'on n'arrive pas à penser comme tel et donc à organiser le travail pour qu'il soit réalisable sans atteindre la dignité des personnes, leur santé, leur capacité à vivre dignement. Très bien. Peut-être Nelly, est-ce que vous souhaitez réagir à ce petit sondage ? Voilà, quelques mots. J'imagine que vous avez eu 1 ou 2 idées sur le sujet, parce que je vous connais. Oui, on partageait en aparté sur... Partager en collectif. Oui, complètement, sur la dimension conditions de travail. Alors, je vous dis tout, hein. Je disais à Evan, conditions de travail, ok, c'est important. Donc, il a apporté l'approche CESE. Et moi, j'y mettais aussi la dimension... qui nous est aussi cher, hein, à plusieurs, au sein du secteur, tout ce qui est lié à la revalorisation des salaires. Et je lui disais, mais conditions de travail, il y a aussi revalorisation des salaires. Et Evan me disait très justement, non Nelly, il n'y a pas que la revalorisation. Voilà, il précisait que non, derrière conditions de travail, c'est vraiment une approche très, très spécifique. Donc, ouais, bon, voilà. Très bien. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, on l'avait tourné conditions de travail de manière très large. Et il y a 2 aspects dans cette réponse autour des conditions de travail. Je remercie la salle pour les réponses, nos intervenants aussi pour ce petit commentaire à chaud. Et moi, je voulais tout de suite me tourner vers justement Evan Jeanne-Rose pour essayer de prendre un petit peu de hauteur sur ce défaut d'attractivité des métiers de l'humain. Comment on explique que ces métiers de l'humain soient aussi peu valorisés aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été le cas déjà? Parce qu'on a l'impression que là, on est dans une forme de fatalité depuis tellement d'années. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et comment on peut expliquer que tous ces métiers soient peu valorisés, invisibles, pas très bien payés, etc. Donc, puisqu'on en a échangé avant, mais ça vous en doutez qu'on a préparé, et bien sûr, qu'il fallait qu'on commence par une chose. Ce qui fait difficulté, c'est qu'on est dans un processus inachevé de professionnalisation de ce qui était d'abord un travail des femmes dans notre société, de prendre soin des plus vulnérables, des enfants, des personnes âgées, etc. C'est un travail qui ensuite a été professionnalisé avec des métiers, création d'établissements, de services, puis on s'est arrêté en cours de chemin. On s'est arrêté en cours de chemin dans la reconnaissance salariale, c'est-à-dire en fait, jusqu'où on permet de bien payer ces femmes parce qu'elles restent majoritaires dans ces métiers-là pour pouvoir agir correctement, jusqu'où on va pour réévaluer les conventions collectives, pour bien prendre en compte
la particularité de ce type de travail qui ne fait pas forcément appel qu'à des dimensions physiques. Or, aujourd'hui, la pénibilité est beaucoup vue sous l'angle physique, elle est importante, mais la pénibilité psychique, assez peu comprise ou assez peu prise en compte. Et donc, de façon générale, c'est quand même un travail du prendre soin. Ça, on l'a beaucoup dit, et je pense qu'on va le dire beaucoup pendant ces 2 prochains jours, mais aussi d'accueillir des émotions. Aujourd'hui, dans notre société, on pense assez peu la question d'accueillir les émotions des uns et des autres, la colère d'un usager ou d'une personne concernée ou je ne sais qui, l'accueillir comme étant tout aussi légitime que toute autre émotion, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté. Or, c'est des métiers où c'est ce qu'on va demander aux personnes, et donc puisque ce n'est pas une priorité politique partagée, il n'y a pas que les gouvernants et les élus qui font la volonté politique, c'est partagé par l'ensemble de la société, puisque ce n'en est pas une que d'accueillir les émotions, alors ces métiers-là sont finalement assez peu prioritaires. Voilà pour une première partie de réponse. D'accord. Est-ce que, alors Nelly, David, je vous pose un peu la même question, est-ce que c'est qu'une affaire d'émotion ou d'accueil de l'émotion, justement, cette explication de la si faible valorisation de tous ces métiers? Alors, il y avait, en préparant ce temps, j'avais dit de façon un peu provocatrice qu'il y a métier de l'humain et métier de l'humain. Et en vous disant qu'il y a certains métiers aujourd'hui qui sont très valorisés dans notre société, notamment les métiers, je pense, médicaux. Métiers, quand on est médecin aujourd'hui, voilà, les métiers, on partageait de psychologues. Enfin, moi, je dirige des structures avec des médecins, des psychos et des travailleurs, travailleuses sociales, des animateurs, etc. Vous êtes médecin, vous êtes psycho, puis il y a un peu le reste du monde. Je le fais de façon très provocatrice, mais du coup, c'est aussi de se dire le niveau d'études, l'expertise. Donc, il y a cet élément-là qui est aussi un stéréotype. Le stéréotype de genre, Evan l'a partagé, et donc lié à cette dimension de la vocation. Lorsqu'on a la vocation. Oui, alors, si on a la vocation, tout est permis. Voilà, on peut travailler gratuitement, etc. Voilà. Donc on a des qualités humaines. Donc voilà, donc la notion de l'expertise dans la relation d'aide et tous ces éléments-là, on ne les a pas forcément. Enfin, en tout cas, voilà. Et l'autre point que je trouvais aussi intéressant à partager, c'était l'invisibilité du travail bien fait sur la dimension du travail social. Et le livre blanc le précise bien. Et cette invisibilité... Le livre blanc sur le travail social. Oui, pardon, sur le travail social, le précise bien. Et donc, du coup, cette invisibilité ne contribue pas non plus à cette valorisation des métiers. Donc, voilà, c'était quelques petites réponses et réflexions à partager. Tout à fait. Vous souhaitiez réagir, Evan, sur le sujet? Mais pour compléter, on est sur des métiers qui sont ni quantifiables, ni on ne peut pas les rendre visuels non plus. Ça pose un problème immense pour en rendre compte en société. On ne peut pas mettre des chiffres, ça ne fonctionne pas. Il manquera toujours un chiffre qui permettra de rendre compte exactement ce qu'on a fait. Et on ne peut pas en rendre visuel. D'ailleurs, toutes les campagnes de communication qui se basent sur des affiches, elles échouent à montrer globalement ce qui est vraiment la réalité du métier parce qu'elles en montrent une image relativement faussée. Et ça, c'est un vrai sujet, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on fait face à un discours ambiant qui de toute façon sape les bases du métier. Je pense notamment au discours sur l'autorité qui est réduit à un rapport d'obéissance. Or, on sait que quand on est dans un travail éducatif, l'autorité n'est jamais un rapport d'obéissance. C'est toujours un rapport d'autorisation, de confiance, de création, et c'est plutôt un cadre qui permet d'agir. Or, là, aujourd'hui, c'est plus comme ça que le discours sur l'autorité est discuté. Et donc ça, on devrait s'en émouvoir en disant non, l'autorité, nous, on sait ce que c'est, et puis on y va. Je pensais à d'autres discours sur la question des droits et des devoirs. C'est un discours qui revient en force. Mais enfin, la déclaration des devoirs de l'homme, moi, je la cherche encore. Elle n'existe pas. La déclaration des devoirs des enfants, elle n'existe pas. Par contre, la déclaration des droits de l'homme et de la femme, la déclaration des droits des enfants, ça existe. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en préoccuper comme tel, comme élément. Donc il y a quelques éléments comme ça de discours. Et je prends le tout dernier, qui est la question du soin. La crise du Covid a fait réémerger la question du soin de façon assez prégnante. Or, le travail humain n'est pas que du travail du soin, c'est aussi juste savoir être en lien, savoir partager du temps avec l'autre et savoir accepter de construire un lien avec l'autre. Et s'il y a bien une chose que la pandémie a bien accentuée, c'est notre difficulté à créer du lien. Je pense aux jeunes et aux enfants qui ont eu leurs habilités relationnelles complètement effondrées à cause de ça et leur santé mentale qui s'effondre. Mais en fait, globalement, nos équipes, enfin je m'implique parce que je suis responsable associatif aussi, mais nos équipes socio-éducatives aussi, elles ont eu leur capacité à rentrer en lien avec les personnes, entre elles, etc., qui se sont effondrés. Et il n'y a pas eu du tout de plan derrière qui disent alors il faut prendre soin du corps des individus
et prendre soin de leur capacité à rentrer en relation ensemble, parce que les deux ont été attaqués. Ont été maltraités, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on est un peu sur les causes de ce défaut de valorisation, une difficulté aussi à mettre en valeur, à mettre en lumière, on sait que c'est un des combats de l'UNIOPS, les vulnérabilités dans notre pays. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas tendance, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais est-ce qu'on ne vit pas dans une société de la jeunesse éternelle, de la performance, où en fait on refuse la fragilité, même je vais employer les grands mots, même l'idée de la fin de la vie, de la mort, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance-là qui efface un peu les fragilités, les handicaps, etc. et par voie de conséquence, que ça efface et que ça rende invisible tous ceux qui accompagnent ces fragilités. Qu'est-ce que vous en pensez, Nelly David ? Alors clairement, aujourd'hui, on l'a vu dans les précédentes interventions, la vulnérabilité dans notre société est un tabou. Clairement, on peut quand même le partager et le reconnaître. Donc, une vulnérabilité qui est un tabou, être vulnérable aujourd'hui, ça interroge. Et puis en même temps, un travail social, en tout cas si je fais le focus travail social, où on a une problématique, lorsqu'il est bien fait en termes d'accompagnement, on a une invisibilité. Donc les deux là, on a quelque chose qui est complexe à aligner. Et effectivement, oui, on l'a partagé complètement, cette dimension tabou, société de la productivité. Donc moi, en tant que directrice générale, on va plus évaluer les structures sur la dimension leur file active, sur combien est-ce que j'accompagne. Oui, sur des indicateurs de gestion, en fait. Des indicateurs de gestion. Ouais. Maintenant, la dimension de ce que précisait Evan sur... oui, Evan et Guy aussi, parce que Guy aussi a insisté sur le lien. Sur le lien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans une structure en addicto, comment est-ce que, rien qu'à partir du téléphone, comment ce lien se crée, comment on le travaille, comment on l'accompagne. Alors, les professionnels le font. Maintenant, nos financeurs, j'ai envie de dire, ils ne s'y intéressent jamais. Les évaluations, alors je le fais un peu aussi de façon un peu provocatrice, les évaluations HAS, je suis désolée, on va s'intéresser à des éléments, produits, loi 2002, etc. Maintenant, la dimension de qu'est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on travaille, je trouve qu'on passe un peu à côté. Donc il y a effectivement une société où le lien social et la vulnérabilité, alors le lien social n'existe pas forcément, la vulnérabilité est tabou. Ce qu'on met en avant, c'est la dimension de la productivité, de la performance. Donc on a tous les éléments réunis pour que ces métiers, très rapidement. Ces métiers soient rendus invisibles. Vous insistez beaucoup aussi sur cette question du lien. Moi, je me souviens avoir discuté certaines fois avec des éducateurs qui me disaient effectivement, on faire des crêpes avec des jeunes quand on est en MEX, ça paraît pas utile aux yeux du financeur, mais en fait, en réalité, on fait beaucoup de travail éducatif autour d'actions aussi simples que ça. Est-ce que vous pensez justement que quand vous parlez de lien, ça fait référence à ça? Et est-ce que aussi il y a à remettre en valeur dans la société l'importance de tous ces moments comme ça qui ne sont pas tournés vers un objectif financier, gestionnaire, etc. Oui. Mais surtout, il faut qu'on se dise qu'est-ce qui fait qu'on accepte. À quel moment on pense qu'on a progressé? C'est quoi le progrès dans notre pays globalement et à partir de quand on pense qu'on a progressé? Est-ce qu'on a progressé quand le PIB a augmenté? Est-ce qu'on a progressé quand la dette a diminué? Est-ce qu'on a progressé quand il y a plus de fêtes de village où tout le monde vient? Je sais pas, ça peut être. C'est des indicateurs de progrès en fait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on tourne autour de quelques indicateurs de progrès qui, effectivement, ne correspondent pas à nos enjeux à nous. Et donc, il faut pouvoir batailler là-dessus. Mais il y a le lien, j'insiste beaucoup dessus. Et du coup, je voudrais introduire une autre chose. On aurait pu faire un autre sondage. Ici, qui est dépendant? Parce que sur le discours sur la dépendance, il y a quand même un truc flagrant, c'est qu'on va réduire la dépendance à quelques situations de vie. Et de fait, on estime qu'être dépendant, c'est déjà avoir perdu quelque chose, c'est déjà, ou alors ne pas encore avoir construit quelque chose pour les enfants et les jeunes. Mais en réalité, on est tous dépendants, interdépendants les uns des autres. Et là, le lien que je veux faire, c'est que dans le cadre du CESE, donc pour ceux que ça ne parle pas, globalement, vous avez tous les syndicats de salariés, d'employeurs, les associations. On a voulu écrire que la vie économique du pays était dépendante de ces métiers-là.
cet échange-là, il a été dur parce qu'en fait, la partie employeuse du CESE a dit bah non, rien ne le prouve. Et ils ont plutôt raison de le dire, effectivement, on n'est jamais sur ce discours de en vrai c'est quoi nos liens là directs sur chacun de nos territoires avec la vie économique de notre territoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on prend ce qu'on fait et qu'on le met au cœur aussi des questions économiques et comment on s'intéresse aux enjeux économiques. Ça peut paraître très loin des personnes concernées, je peux le concevoir, mais au moins ça se discuter non pas de nos métiers, mais de quelle est la mission qu'on occupe dans la société. Et pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait plusieurs missions qui fonctionnent les unes à côté des autres. La mission de production industrielle, elle est clairement établie. La mission de production de services publics, on sait que c'est établi, c'est un peu difficile à définir. Mais alors produire du lien, agir sur les dépendances et s'assurer que les dépendances fonctionnent au mieux et que les gens soient autonomes dans leur dépendance, ça, personne ne s'en préoccupe. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose aussi à aller retravailler. Au CESE, du coup, on l'a quand même écrit, après discussion, quand même, avec la partie employeuse. C'est l'intérêt d'avoir un espace de dialogue et pas un espace fermé de posture. Mais je trouve que ça a été au moins pour moi, en tant que rapporteur, le temps où je me suis dit, OK, voici un nouvel enjeu de combat qui est comment est-ce qu'on se place au cœur des enjeux économiques et au cœur des préoccupations de progrès du pays. Très bien. Une autre question, parce que quand on avait échangé pour préparer cette table ronde, alors on ne va pas vous raconter tous nos échanges, parce que c'est maintenant les vrais échanges, mais on avait évoqué, et je voudrais rester avec vous, Evan, sur cette question de la valorisation et de redonner à tous ces métiers leur lettre de noblesse. Et je vous avais posé cette question un peu historique. Est-ce que voilà, on est dans une période particulière ou est-ce que ça a toujours été le cas, cette espèce de défaut de valorisation des métiers du lien? Et vous m'aviez dit, ben non, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une époque où justement, ça voulait dire quelque chose de devenir éducateur, travailleur social. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Est-ce que peut-être que cette époque-là, est-ce qu'elle peut servir de référence pour réfléchir aujourd'hui la question du défaut de valorisation de tous ces métiers? Alors je dirais non. Pour commencer par la fin, non, ça ne peut pas servir de référence parce qu'en fait, c'était une période où il y avait tout à construire. Aujourd'hui, on est dans une période où tout a été construit une première fois, tout est en crise et donc du coup, il faut réussir à imaginer autre chose à partir d'un existant et donc on est dans une phase de transition entre deux périodes. Donc, il vaut mieux pas vouloir revivre le passé. Mais c'était une période en tout cas où, qui n'est pas si lointaine que ça. Je commençais par, c'est des femmes en particulier qui travaillaient, des missions qu'on a professionnalisées. Mais c'est des femmes qui ont été socialisées avec les sujets de dépendance, de lien, d'accueil des autres, etc. Aujourd'hui, concernant les enfants, en fait, moi je suis assez peu à l'idée qu'il faut communiquer sur les métiers. Ça ne sert à rien de faire des campagnes d'affichage sur les métiers. Il faut qu'on arrête de dire ça. En fait, si un enfant ou un jeune, si on part vraiment de l'idée que c'est que les enfants et les jeunes qui s'orientent vers nos métiers, sachant que ça peut être en cours de carrière, n'a jamais été socialisé, donc éduqué, donc en contact avec ces sujets-là, mais jamais ça le fera rêver de devenir éducateur ou d'aller travailler dans un EHPAD ou de travailler ailleurs. C'est pas le sujet de la communication publique ou des métiers qui est en jeu. C'est juste qu'il ne sait pas c'est quoi, je vais parler un peu trash, mais c'est quoi un vieux, c'est quoi une vieille, c'est quoi un enfant, ça fait du bruit, mais pourquoi voilà, il ne sait pas pourquoi un enfant fait du bruit, donc c'est désagréable, c'est inconfortable et c'est quelque chose qu'il veut rejeter. Et on est dans une société qui rejette parce qu'on ne prend pas le temps de créer ces liens-là. Donc voici peut-être une autre mission à créer. Et c'est peut-être à partir de ça qu'on pourra essayer de redonner des lettres de noblesse. L'éducation très très tôt à cette question de la vulnérabilité est un vrai levier selon vous? Moi je pense que oui, mais on n'a pas de programme sur le sujet. L'éducation à la vie relationnelle, ça n'existe pas aujourd'hui. On est sur une éducation des savoirs fondamentaux, mais qui sont toujours en dehors des savoirs humains. C'est comme s'il n'existait pas de savoir sur c'est quoi l'être humain, c'est quoi les relations, la façon d'entrer en relation les uns avec les autres, comme si c'était naturel. Et je reviens au discours, du coup on le réduit à des qualités humaines, à des qualités inhérentes, surtout chez les femmes. Excusez-moi les femmes, mais il paraît que vous êtes plus naturellement aptes à écouter les autres et à prendre soin des enfants, mais c'est encore des discours qu'on entend. Donc c'est là-dessus c'est sur ce terrain-là qu'il faut qu'on aille, parce que non, c'est faux. Il y a des choses qui s'apprennent et c'est épanouissant que de s'y engager sur ce sujet-là. Voici un des sujets là-dessus. Je voudrais un peu poser la même question à Nelly David et je vois que le temps file à toute allure, donc ça sera la dernière question. Donc Nelly David, je voudrais avoir votre point de vue justement sur ce sujet de comment redonner leur lettre de noblesse à tous ces métiers de l'humain et peut-être rebondir sur cette proposition effectivement de travailler très en amont cette question du lien à l'autre dès le plus jeune âge. Alors, ce que ça m'a, en entendant Evan, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'il y a plusieurs éléments. La dimension du changement de regard,
ce qu'il précisait. Donc, comment est-ce qu'on change le regard? La dimension, alors là, je prends une autre casquette en tant que membre du bureau de l'UNIOPS, du plaidoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, et le réseau UNIOPS sur IOPS en fait partie, mais comment est-ce qu'on construit, on travaille sur ces métiers, et alors comment on les fait connaître, sûrement à travers le lien, mais on a aussi, enfin, à travers la dimension socialisation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nos associations font du plaidoyer pour que nos métiers, nos actions soient connues, soient reconnues et une autre place dans la société. La question est quand même hyper complexe. Je pense qu'on est si c'était simple, on n'en parlerait pas. Hein. On est tous aujourd'hui là pour y réfléchir. Moi, je voudrais juste finir avec une citation qu'on a en addicto qui s'appelle « Rouler avec les résistances ». Je pense que c'est quand même ce qui doit nous animer dans les mois, années, décennies qui viennent. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup et je vous demande d'applaudir nos deux intervenants.